Hayat, historien qui est quand même très connu dans le département. Simplement, je dirais un mot sur la SASL, donc qui est une société savante créée au XIXe siècle, qui a pour but et vocation de valoriser les recherches locales des Pyrénées-Orientales, donc, et à travers, par exemple, un cycle de conférences, donc là, vous y êtes, donc bienvenue, mais également à travers la parution d'un bulletin annuel, qui se trouve en vente à la librairie Torcatis, par exemple, que nous publions chaque année, donc avec des articles à l'intérieur scientifiques et d'érudition locale, d'accord, sur l'histoire du département et également d'autres matières qui peuvent intervenir, l'histoire de l'art. On va essayer de faire venir un peu les sociologues prochainement, mais on est voilà, très content de faire vivre la science locale, vivre la science locale. Et donc nous avons ce soir, on va le faire un peu au pied levé, je dois bien vous avouer, celui qui devait présenter Monsieur Hayat ce soir est hélas dans les bouchons. Et donc mon collègue Guillaume a la gentillesse de bien vouloir le remplacer au pied levé. Donc désolé par avance si il n'a pas préparé quelque chose de bien solide. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier à toutes et à tous au nom de la SASL, Sylvain Chevauché qui aurait été très heureux de présenter ce soir Alain Hayat, mais il est en Argentine et donc c'est un peu compliqué de faire l'aller-retour pour venir présenter même s'il apprécie énormément Alain Hayat, d'accord, mais ça fait quand même beaucoup de dépenses pour quand même, et un bilan carbone désastreux, hein, vraiment, il faut le dire. Donc, bon, je laisse la parole à mon collègue, que je remercie encore, et je remercie aussi Alain Hayat de faire venir autant de monde. On est très heureux de vous accueillir, et aussi, voilà, de vous présenter rapidement la CASL. Merci à vous. Merci. Donc, comme l'a dit Orion, j'ai absolument rien préparé. On m'a demandé si gentiment je pouvais présenter M. Hayat. Donc, je vais le faire. Bon, voilà, M. Hayat est, à mon avis, je pense, sera largement reconnu par l'assistance. C'est un des grands historiens de l'histoire moderne des anciens comtés du Roussillon et de Cerdagne. C'est voilà, un historien de référence sur cette période-là, clairement, même si ses travaux n'ont peut-être pas été reconnus à la hauteur qu'ils auraient dû l'être, à mon sens. Voilà. Après, que dire d'autre? C'est compliqué, c'était mon prof du collège. Voilà. Donc, et voilà, sans vouloir faire ma biographie, mais si je fais des recherches en histoire, c'est grâce à M. Hayat qui... Si. Voilà. On est un excellent professeur, voilà, on sait transmettre les choses. Voilà. Bref, je ne vous dirai pas plus, et voilà, je laisserai parler M. Hayat et nous présenter son sujet qui, je pense, va être comique, passionnant et sûrement très piquant. Ça, oui, merci. Donc, bonsoir à tous. J'étais en train de penser aux commentaires que pourraient faire les deux intervenants à la fin de la conférence. Je me disais qu'ils seront peut-être un peu embêtés, que bon, ce sera un peu moins dithyrambique, mais bon, écoutez, après tout, ils sont grands, maintenant, ils prennent leurs responsabilités. Donc, j'avais aucune idée de l'assistance qui pourrait être présente ce soir. Bon, il y a beaucoup de gens. Il y en a un certain nombre que je connais, que je revois avec plaisir, puis d'autres que je connais pas. Alors, je ne sais pas si vous avez été attiré par le titre un peu provocateur de la conférence. Voilà, alors, bon, effectivement, je pense que je vais pas me faire que des amis, mais ça, j'ai un peu l'habitude. Voilà. Donc, après tout, il y aura peut-être des amis qui se rajouteront à la liste, mais c'est pas très grave. En réalité, donc, je voulais remercier Sylvain Chevauché parce que bon, c'est lui qui a insisté pour que je sois là. Alors quand je dis qu'il a insisté pour que je sois là, c'est pas que je sois la star du 21e siècle ou du 20e, mais voilà, il sait que j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait, pour son travail. Et c'est vrai que dans la mesure où il a eu le courage, ou en tout cas il a fait la démarche de reprendre avec quelques autres la SASL, et que je lui avais dit bon, que si je pouvais l'aider, je le ferais. Ben ma foi, donc je pouvais pas refuser l'intervention. Alors cette intervention, en réalité, je le disais à quelques amis que j'ai vus à la conférence,
J'ai hésité parce que la question que je me pose de plus en plus, et en réalité, j'ai une réponse qui me convient, c'est à quoi sert de parler de l'histoire de Roussillon? Puisque moi, ça fait 40 ans que je m'intéresse à ça. J'ai fait mon mémoire de maîtrise en 1981, en même temps que Marie-André, donc, qu'à la FAT. On a eu le même directeur de recherche. Ça fait une quarantaine d'années que je regarde un peu ce qui a été publié, ce qui a été dit, ce qui est diffusé, et puis surtout l'impact que ça a auprès d'un grand public. Dans le fond, si vous interviewez des gens dans la rue, vous leur dites, bon, mais pour vous, l'histoire du Roussillon, quelles sont les grandes dates, quels sont les grands personnages? Moi, j'ai de plus en plus envie de m'enfermer, je sais pas où, mais voilà, dans un endroit où je verrai personne, où j'entendrai personne, parce que je suis absolument consterné, quoi. Voilà. Donc, cette communication, franchement, ça m'ennuie parce que c'est faire un peu la star, mais je pense que ce sera une des dernières que je ferai, parce que je me dis que voilà, si j'ai à parler d'histoire, je vais le faire avec des personnes que j'ai envie d'écouter, avec qui j'ai envie de partager, mais pas participer à ce qui devienne de plus en plus une espèce de carnaval. Donc je développerai un peu, je l'ai déjà fait, hein. Tout le monde s'autorise à parler de n'importe quoi. Vous avez des spécialistes de tout partout. Vous avez des ethnologues partout, des sociologues partout, des historiens, des chercheurs, des penseurs partout. Bon, écoutez, c'est bien, hein. Ça doit être dû à la croissance démographique, mais voilà. Moi, voilà. Donc, malgré tout, donc, je suis content d'être venu. Il y a un grand succès. J'espère que la SASL ne regrettera pas de m'avoir invité. J'espère que la médiathèque ne regrettera pas d'avoir mis à disposition de la SASL cette salle. Mais bon, on verra dans quelques temps. Alors, donc, en réalité, moi, je vais reprendre en grande partie le contenu de deux interventions, donc déjà anciennes, que j'ai faites. Hein. Donc, une qui date de 2009. C'était le colloque qui commémorait les 350 ans du traité des Pyrénées, qui avait eu lieu à Perpignan, enfin à Perpignan il y a Barcelone. Et une autre conférence que j'avais faite en 2013, ça c'est mon téléphone, ça serait bien que je le coupe. Une que j'avais faite en 2013 aux archives départementales à propos de la révolte des Angelettes et du bilan qu'on pouvait établir donc 15 années après le livre que j'avais publié, donc en 1997. Donc tout ça, c'est l'histoire déjà un peu ancienne. Donc en réalité, je ne vais quand même pas centrer mon propos sur ce que j'ai pu produire, parce que bon, ma production elle est quand même pas colossale. Et puis bon, il y a bien d'autres choses à dire, mais je vais évoquer donc assez rapidement parfois, donc quelques dates de l'histoire roussillonnaise, c'est ce qui me paraît être la grande date de l'histoire roussillonnaise, et finalement la façon dont ces événements, ces dates ont pu être interprétés, ont pu être utilisés. Alors c'est vrai que j'ai été donc enseignant en collège pendant longtemps. En fait, je suis à la retraite depuis le 1er octobre. J'ai une ancienne collègue qui est ici, dont Guillaume a été un élève, un ancien élève. Bon, je suis content de ce qu'il a dit. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il est pas très objectif. On se voit assez souvent. Il a de la sympathie pour moi. Donc bon, voilà. Après, moi, je suis très ému, mais la question de l'objectivité, c'est quand même un des thèmes que je vais développer ce soir. Et donc, finalement, mais bon, on verra tout à l'heure. Donc, pendant longtemps, j'ai dit à mes élèves effectivement que j'enfonce les portes ouvertes, c'est qu'il faut rappeler que le passé et l'histoire, c'est pas la même chose. Le passé, c'est le passé, et l'histoire, c'est la façon de présenter le passé. Bon. Moi, je pense que lorsque j'ai été étudiant, j'étais capable de donner quelques exemples de ça, de dire, ben voilà, là, on sait ce qu'est la production scientifique sur tel sujet, puis finalement, on est assez loin de ce que pouvait être la réalité ou de ce qu'on croit savoir de la réalité. Bon.
au fil du temps, je me suis rendu compte en fait que, j'ai acquis une conviction de plus en plus ferme que, dans le fond, le passé, tout le monde s'en fichait, quoi. Et même localement, l'histoire du Roussillon, les gens s'en fichent. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux, c'est raconter de belles histoires, de trouver des personnages symboliques, merveilleux, auxquels on a envie de s'identifier. Et c'est pour ça que, donc, je l'avais... c'est ce que j'avais expliqué dans le résumé que j'avais envoyé à la SASL. Ce que je vais aborder, en réalité, c'est 5 sujets, on va dire, qui me semblent assez représentatifs de la façon dont l'histoire du Roussillon continue d'être interprétée. C'est donc les Angelettes, donc la révolte des Angelettes. Rassurez-vous, je ne m'étendrai pas, parce que je suppose que vous savez tous à peu près de quoi il s'agit. L'édit de 1700 sur l'interdiction de la langue française, ça c'est un monument, ça c'est grandiose. La retirade, ou la retirade, donc là évidemment c'est encore plus sensible, et c'est normal que ce soit sensible, puisque les Angelettes, à la limite c'était il y a 300 ans, donc ça va. Et donc ensuite la notion de paranoïa, puisque le titre de ma conférence c'était mythe, mensonge et paranoïa. Alors l'idée elle est très simple, c'est que le mensonge crée ou entretient le mythe, et le mythe crée ou entretient la parano. Et je pense que c'est quand même une des grandes caractéristiques de, une fois de plus, peut-être pas l'historiographie roussillonnaise, mais des gens qu'on entend. Parce que voilà, il y a des gens qu'on entend et qui sont des espèces de références dans le domaine culturel. Et là, je pense que cette notion revient assez souvent. Donc la première chose dont je vais parler, c'est donc des mythes, et je vais commencer par la révolte des Angelettes. La révolte des Angelettes, je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est, ils ont dû lire des choses là-dessus. Moi, j'avais publié un livre en 1997, pas sur la révolte des Angelettes d'ailleurs, c'est une biographie de Joseph de la Tincelli. Et déjà à ce moment-là, les Angelettes occupaient une place très particulière, on va dire, dans le paysage culturel catalan. Ils étaient héroïques, ils s'étaient battus contre la France, ils avaient résisté à Louis XIV. On va y revenir rapidement. Et donc dans mon livre, qui avait pas pour objectif de détruire le mythe, c'était pas du tout l'objectif, mais effectivement, il était quand même un peu écorné. Mais finalement, non seulement ce livre n'a servi à rien, ou à pas grand-chose, si, il y a peut-être 3 personnes qui se sont dit, tiens, c'est original, on va peut-être regarder les choses de façon différente, mais on a l'impression que le mouvement s'est amplifié. Alors j'ai fait un certain nombre de conférences à ce moment-là, de présentations, alors bien entendu, il y a eu d'ailleurs une fois où ça a failli mal se passer, puisque on disait que après tout... la vision que je donnais était vraiment la vision jacobine, que j'étais un Français, Français si on peut dire, parce que je suis né de nationalité espagnole, donc j'étais un Français depuis moins de temps que d'autres, et que j'avais un portrait de Louis XIV dans mon bureau, que je vénérais la monarchie absolue, que j'avais honte de mes racines, etc. Bon, très bien. En tout cas, les Angelettes, on continue, donc moi j'ai regardé tout simplement, vous regardez sur Wikipédia, vous regardez l'histoire du Roussillon. Alors c'est vrai que l'histoire du Roussillon que vous trouvez sur le site que j'ai consulté, la plupart des articles été écrits par Jean Villanove. Jean Villanove, il a une vision de l'histoire du Roussillon et des Angelettes en particulier, voilà. Et puis les gens qu'on entend, ensuite je pourrais citer, que ce soit Jean Peytavy, Raymond Goual, n'en parlons pas, Raymond Salah, etc., qui ont continué, après mon livre, à présenter une vision de la révolte qui était la même, à savoir ces gens étaient héroïques, ils avaient un sentiment national extrêmement poussé, etc. Moi, je veux bien, quand je dis je veux bien, moi, ce que je constate, c'est que la plupart des historiens, j'allais dire sérieux, ça ne veut pas dire qu'ils soient pas sérieux,
mais on va dire qui avaient des raisons davantage objectives, ont montré depuis longtemps que le sentiment national il se développe au XIXe siècle, qu'il est entretenu donc, par des forces politiques, il intervient dans la construction des États. Donc continuer de présenter comme ça les Angelets qui avaient un sentiment catalan et se battaient contre la France, c'est déjà plus que discutable. Moi, ce que j'avais essayé de contester, ou en tout cas de nuancer, c'était donc les principaux aspects de cette révolte, en tout cas telle que l'on l'a présentée. C'était donc les principales caractéristiques, c'était la durée de la révolte, les Angelets. On disait que c'est une révolte qui a duré plus de 10 ans. J'ai regardé le site de l'association Les Angelets de la Terre, qui donc a été créé par Raymond Faure, c'est ça, en 2001, je crois. Donc lui, il va encore plus loin, il va de 1663 à 1675. Alors moi, je dis, bon, si ça continue, on va arriver à 2050 à peu près, quoi. Historiquement, ça ne se fonde sur absolument rien. Mais c'est le problème que je vais aborder, vous l'avez compris, dans la mesure où vous avez une audience, dans la mesure où on vous écoute, dans la mesure où on vous interroge, vous pouvez à la limite raconter ce que vous voulez. Donc moi, deuxième aspect, c'était que ça avait été un défi à l'autorité de Louis XIV, à la limite que ces Angelets avaient à un moment donné fait douter Louis XIV. C'est absolument hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est absolument hallucinant. Les Angelets, ils sont au maximum 35. Bon. Il y a une mobilisation en Val-Espire, ça c'est une vraie mobilisation, mais dont on pourrait reparler, extrêmement ponctuelle, qui conduit au siège de Céret. Là, on sait que les Angelets ont en quelque sorte enrôlé ou ont forcé la main à peu près tous les hommes valides du Val-Espire. Ça dure 15 jours ou 3 semaines, quoi. Alors qu'il y a des gens qui continuent de dire nos ancêtres ont résisté à Louis XIV, c'est ou de la naïveté ou de la malhonnêteté absolue, quoi. Bon, voilà. Ensuite, le sentiment national, comme je disais, moi je ne peux pas démontrer que ces gens n'avaient pas de sentiment national. Je dis simplement qu'un des principaux arguments, qui est le cri de Visca la terre, et qu'on nous présente comme étant la preuve, c'est un cri qui n'a rien à voir avec ça, je veux dire, c'est le cri de mobilisation des communautés à ce moment-là. Donc moi, qu'il y ait des gens qui ont envie de croire à ça, ils l'ont. Mais je pense qu'il faut aussi des gens raisonnables, parce que le problème est là, qu'il y ait des gens raisonnables qui, à un moment donné, disent, écoutez, ça, c'est de la croyance, enfin, j'allais dire, c'est la conviction de la croyance, avec un côté presque mystique, mais ensuite, quels sont les éléments historiques? Qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus, pour dire ça? Donc ensuite, bien entendu, ça avait été déjà le cas. Ce thème des Angelets, donc c'est celui d'une colle de Castelliez, je crois que c'était à Saint-Jean-Plat-de-Corche, je ne sais pas si elle existe encore. Il y avait eu le spectacle de Jordi Barre, donc sur les Angelets, où là aussi, alors on nous présentait l'exode des Angelets, voilà, toute la population de Praz-de-Moyo qui s'en va en Espagne pour de longues années. Je veux dire, c'est du délire absolu, quoi. Alors c'est vrai que lorsque les Français sont rentrés à Praz-de-Moyo, la ville avait été déserte. Les gens avaient déserté la ville, ils avaient peur. Hein. Il y avait une armée de 4000 Français qui arrivait. Là, c'était plus la même chose. Mais les gens sont revenus très, très rapidement. La répression. Alors, il y a une chose qui est assez extraordinaire. C'est qu'Alice Marcet, donc qui a été mon professeur, celui de Marie-André, à qui je dois beaucoup à beaucoup d'égards, publié un article qui était, on va dire, la validation scientifique de l'histoire des Angelets, et elle parle de 51 condamnations aux galères. En réalité, c'est une faute de frappe. C'est pas 51 condamnations aux galères, c'est 5. Et je veux dire, les documents, ils sont disponibles. Le problème, c'est que tout le monde a reproduit ça. Alors après, bien entendu, c'est un peu comme, et après, donc, ne me jetez pas des choses, mais c'est un peu comme les chiffres sur la retirade. Alors c'est vrai que la connaissance historique va en avançant, donc on a davantage d'éléments, mais on a l'impression que c'est sans fin, quoi. Donc là, voilà, donc l'été 51. Bon, en réalité, les exécutions concernant les Angelets, ça fait beaucoup, mais a priori, il y en a eu 7 ou 8, quoi. Alors je veux dire, le Val-Espire à feu à sang, les Catalans envoyés aux galères, etc. C'est du fantasme, il n'y a pas de preuve historique.
Alors, bon, ces Angeles, bon, je vais peut-être pas entrer dans le détail parce que le temps va passer et après j'aurais du mal à finir. Mais bon, moi j'avais relevé, lorsque j'avais fait la conférence de 2013, une série de chroniques dans l'Indépendant qui était écrite par une jeune femme à l'époque qui était journaliste à l'Indépendant, ou en tout cas travaillait ponctuellement pour l'Indépendant, et qui, je crois, avait fait des études d'histoire, donc dans les chroniques quotidiennes, donc 2013, hein, ça date pas d'hier, hein, les chroniques quotidiennes s'intitulaient « Mon pays, virgule, c'est 3 points de suspension ». Donc là, elle en avait parlé en 2013, c'est hallucinant, elle en parle le 19 juillet, le 25 juillet, le 26 juillet, le 29 juillet. Alors on avait tous les jours, on nous parlait des Angeles. Alors voilà, mon pays, c'est les Angeles. Cela se passait en Val-Espire, en l'an 1663. Et malgré les 350 ans qui nous séparent de ce moment-là, les glorieux ancêtres brillent encore comme une étincelle de bravoure devenue symbole de l'identité catalane. J'en passe les meilleurs. Alors, je veux dire, le problème c'est lequel? Ben, le problème c'est que l'Indépendant, les gens le lisent tous les jours. Et que beaucoup de gens, ceux qui retiennent de l'histoire des Angeles, c'est les articles d'Émilie Horner. Et si vous êtes quelqu'un qui fait un peu d'histoire et qui essaie de démontrer les choses et qui argumente différemment, il est fou ce gars. Émilie Horner, dans l'Indépendant, elle a dit que c'était ça. Et ce gars prétend le contraire. Il est là, le drame. Éventuellement ensuite, hein, s'il y en a qui le souhaitent, je peux mentionner des articles de Raymond Sala ou Jean Peytavi qui parlent des Angeles. Voilà, là c'est pas de la diffamation, c'est des choses qui ont été écrites, qui ont été publiées. Où on voit que dans le fond, alors moi je comprends qu'ils étaient un peu gênés, vous étiez enseignants tous les deux au département de catalan, bon, si vous commencez à dire oui, vous savez, il faudra avoir une vision plus objective de l'histoire, hein, finalement, peut-être, bon, alors écoutez, la deuxième chose dont j'ai commencé de parler, alors ça je le rentre quand même pas dans la catégorie du mythe parce que ce serait insultant, pour beaucoup de personnes ce serait insultant, mais donc là c'est une espèce de dérapage donc, qui a eu lieu au sujet de la retirade. Donc la retirade, si on considère, il semblerait qu'aujourd'hui les gens soient d'accord pour dire qu'il y a 500 000 personnes qui sont passées. 500 000 personnes, bon, je crois que le chiffre, bon, de toute façon, moi, j'ai pas les moyens de le discuter, le chiffre. 500 000 personnes, c'est 500 000 personnes. Ce qui me gêne davantage, c'est qu'on nous dit que ce sont 500 000 républicains espagnols qui sont passés. Ça me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup parce que déjà, je crois qu'il y a des choses simples, il y a des chiffres sur lesquels tout le monde peut tomber d'accord. Sur 500 000 individus, il y a 200 000 soldats. Les 200 000 soldats, ils font partie de l'armée républicaine. Mais je sais que mon père, à un an près, serait parti, aurait été mobilisé. Donc il aurait été mobilisé par la République, forcément, puisque l'armée légitime, c'était l'armée de la République. Je suis pas convaincu que mon père ait eu des convictions républicaines très marquées, ni franquistes d'ailleurs. Je suis pas en train de vous dire qu'il était franquiste. Mais ça, c'est une chose que m'a servi, parce que je pense que des convictions, il n'y en avait pas beaucoup, tout simplement, comme la plupart des gens. Donc ensuite, on lève ces 200 000 soldats. Ces 200 000 soldats, il devait y avoir des républicains, bien entendu, parmi eux, convaincus, il y avait des militaires de carrière, etc. Mais les femmes, les enfants, c'est quoi? Donc je veux dire, englober comme ça, dans une espèce d'identité républicaine, tous ces gens-là, historiquement, ça me paraît plus que contestable. Alors j'avais noté, j'ai regardé le site du Mémorial d'Argelès. J'ai eu l'impression que c'était bien fait, que c'était objectif, d'abord qu'il y avait beaucoup d'informations, que c'était objectif. Bon, ensuite, il y avait j'avais vu la stèle, la stèle, oui, le monolithe qui est sur la page d'Argelès. Bon, à la mémoire des 100 000 républicains espagnols internés dans le camp d'Argelès lors de la retirade de février 1939, leur malheur, 2 points, avoir lutté pour défendre la démocratie et la République contre le fascisme en Espagne de 1936 à 1939. Homme libre, souviens-toi. Alors je pense qu'elle est plus ancienne que le mémorial, donc effectivement, moi je comprends que les gens qui sont fils et filles de réfugiés, ou de républicains, ou d'anarchistes, aient envie d'eux. Mais ensuite, il y a une réalité historique. D'autant que là où ça pose problème, c'est que c'est
une forme de manque de respect pour les gens qui sont vraiment passés pour des raisons politiques. Moi, bon, je vais vous parler un peu de moi, la famille de ma mère. Il y en a qui me l'ont raconté, qui m'ont entendu le raconter 2 millions de fois. Ma mère était née à Bellajouig, donc à côté de Figueres, en 1927, pour vous donner une idée. Donc en 1939, elle a 12 ans. Et elle m'a raconté, donc, lorsque les franquistes sont arrivés, son père a dit on va aller en France. La France, il connaissait parce que, comme la plupart des gens de l'Empordà, ils venaient faire des saisons, travailler, etc. Et donc, ils ont fait la valise. Bon, l'avantage, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de valises. Ça, c'est l'avantage des pauvres. Ils n'ont pas grand-chose à trimballer. Et ma mère me dit, je vois encore mon père fermer la porte de la maison. Et le frère aîné de mon grand-père arrive et lui dit, tu vas où? Ben, il dit, on va en France. Et il dit, mais tu vas faire quoi en France? Il dit, j'en sais rien. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont te tuer, ils vont te... Bon. Mais ma mère aurait pu faire partie de ces gens qui sont passés. Et ça m'a fait m'interroger parce que je me suis dit, comme elle, il y en a eu d'autres. Et donc, dans le fond, mettre sur un pied d'égalité un combattant anarchiste, une famille syndicaliste qui s'est battue contre Franco, qui a eu des gens de sa famille qui ont disparu, qui ont été emprisonnés, et quelqu'un qui a fui au dernier moment simplement par crainte, et qui, la plupart du temps, est rentré chez lui rapidement, parce que la majorité des 500 000 républicains, enfin des 500 000 réfugiés sont retournés chez eux assez rapidement. Mettre ces gens-là sur un pied d'égalité, je trouve que c'est pas respectueux de ceux qui se sont vraiment battus et de ceux qui sont passés pour des raisons politiques. Je ne dis pas qu'ils valaient mieux que les autres, je dis simplement qu'il faut essayer de faire la part des choses. Le travail de l'historien, c'est quand même d'essayer de distinguer, de catégoriser et de ne pas mettre tout le monde dans un même panier. Donc, alors, les mensonges, commencer par distinguer les mensonges et les contre-vérités. C'est vrai que il y a une nuance, hein, quelqu'un qui ment et quelqu'un qui ne nous dit pas la vérité. Ben, quelqu'un qui ne nous dit pas la vérité, parfois, c'est par maladresse, c'est par oubli, c'est bon. Donc, on va quand même essayer de distinguer les choses. J'avais mentionné en 2009, à propos donc des fondements de la culture catalane, de la culture roussillonnaise actuelle, il y a du moins quelques années, qui était la sardane, donc les habaneres et les castells. Alors, je sais qu'il y a parmi vous des amateurs de castells, donc bon, on va pas trop les embêter. Il y a probablement des gens qui aiment les habaneres, bon, c'est très bien. Et bon, la sardane, on peut en parler. On va dire c'est encore ce qui, même si c'est très récent, mais c'est récent aussi pour les gens du Sud, la sardane, de toute façon, puisqu'avant 1830, elle n'existe pas. Donc, mais ici, moi, je vais simplement raconter quelques anecdotes, enfin une anecdote. Guillaume Dalmau m'a entendu la raconter 2 millions de fois, parce qu'on dit oui, mais finalement, à Praz-de-Mouyot, déjà, il y a une mention en 1906, ou je sais pas combien, quelqu'un qui amène un tourne-disque, je sais pas comment on appelle ça à l'époque, un gramophone ou Dieu sait quoi, et on écoute une sardane. Moi, je veux dire, je vais à Praz-de-Mouyot tous les étés depuis 35 ans, enfin tous les étés, tous les mois de juillet depuis 35 ans. Et à l'occasion d'une fête à la ville haute, à la ville d'Amoul, donc deux dames de Praz-de-Mouyot, donc on est à Praz-de-Mouyot, issues de Praz-de-Mouyot, que j'aimais bien, avec qui je parlais souvent, parce qu'elles m'apprenaient des millions de choses, et donc une sardane, et les gens se mettent à lancer la sardane. Et je leur dis, moi, naïvement, je leur dis, ça doit vous rappeler votre jeunesse, ça, quand vous lancez la sardane, la festa major, tout ça. Et spontanément, elles me disent, la bailaban pas la sardane, feuille espagnol. Et là, je me suis dit que des gens, alors ces dames-là, elles devaient être nées, entre 20 et 30, entre 1920 et 1930, hein. Bon, donc, très bien. Alors encore, ça, je le conseille. Bon, à Collioure, comme ailleurs, la sardane, elle a été amenée par qui? Par les gens du Sud, hein. Je veux dire, on le sait, hein. Un anarchiste qui faisait partie d'ailleurs de ma femme, enfin, qui était le Bellajouig, hein, avec qui je suis cousin, je suis cousin de ses descendants, a été un de ceux qui ont introduit la sardane ici. Bon. Donc là encore, je veux bien. Mais ensuite, donc, les habaneres et les castells. Donc les habaneres, une des plus connues, Almewa Bibanakoub. Alors, je veux dire qu'un roussillonnais puisse chanter Almewa Bibanakoub, si son père était de la Scala ou pas la Fougelle, je veux bien.
Mais si son grand-père était de Canet ou d'Argelès-sur-Mer, à moins qu'il ait été volontaire pour aller faire la guerre de Cuba, je ne vois pas trop ce qu'il sera allé faire là-bas. Les Castells, la même chose. Bon, je ne vais pas demander à Guillaume ce qu'il en pense, mais tout le monde le sait que ça vient du Vallès. Donc, que les gens qui défendent la culture roussillonnaise, qui sont extrêmement attachés à la culture roussillonnaise, et introduisent, développent et promeuvent des manifestations culturelles qui n'ont rien à voir avec le Roussillon, c'est soit un problème d'amnésie, soit un problème de connaissance, soit un problème de mépris pour la culture roussillonnaise. Moi, mes parents sont de l'Empourda, donc à la limite qu'on fasse des castells ici, pourquoi pas. Mais moi, je serais roussillonnais, ça me gênerait, franchement. Ça me gênerait. Ne parlons pas de la langue, donc là aussi, quand je sais qu'on vénère chaque année Pompée Fable. Bon, qui est inhumé, je crois, à Prades, on l'amène. Pompée Fable, ça a été le plus grand contributeur à la disparition du Roussillonnais. Alors, on peut s'en glorifier. On peut dire, bon, après tout, le Roussillonnais, c'est nul, c'est une langue de plouc, ça ressemble à rien, c'est pas du vrai catalan. Alors là, déjà, ça commence à devenir intéressant, parce que du vrai catalan... Alors, je crois que j'ai compris, mais peut-être je me trompe, hein, mais vous m'aiderez. Je pense qu'il y a des gens qui ont cru, ou en tout cas qui le disent, parce que beaucoup de gens qui vous vendent ces sornettes sur la culture catalane, ils n'en pensent pas un traître mot. Mais vous comprenez, ça donne des positions sociales, du pouvoir, donc ça présente quand même des avantages. Mais imaginez qu'à un moment donné, il y a pu avoir un catalan pur, bon, qui serait apparu entre Gérone et Barcelone, finalement, hein, peut-être. Alors, si vous êtes de Gérone, vous allez dire que c'est Gérone, si vous êtes de Barcelone, à Barcelone. Et finalement, ben, ce catalan, il s'est un peu détérioré sur ses marges. C'est-à-dire que les gens qui étaient très au nord, ou très au sud, ou même très à l'est, parce que les gens des Baléares, bon, à part que si vous dites aux gens des Baléares qui parlent pas le catalan, à mon avis, ça doit être compliqué. Mais bon. Donc, il s'est petit à petit détérioré sur les marges. Et donc, comme il s'était détérioré et que le Roussillonnais, bon, était vraiment sur une marge, il fallait vraiment rendre sa pureté à la langue d'origine, quoi. Voilà. Donc, le Roussillonnais, il faut le jeter à la poubelle et revenir au catalan normatif, voilà. Donc, comme moi, je me suis inventé un personnage qui est un Normand, qui est enseignant à la retraite et qui a appris le catalan. Et donc, ce Normand, il donne des cours de catalan dans son village. Et donc, il va expliquer aux pépés et aux mémés, bon, maintenant, il y en a de moins en moins, hein, ça, il y a 10 ans encore, je pouvais le dire, aujourd'hui, il va leur expliquer comment il faut parler, comment il fallait parler. Et il leur explique qu'en fait, il ne parle pas bien. Et comme il a, dans ses cours de catalan, des gamins aussi, ben, ces gamins, ils retiennent tellement bien les leçons du monsieur professeur de catalan, qu'ils reprennent pépé et mémé. Alors, à Pépé, on lui dit, par exemple, tu sais, Pépé, tu ne dois pas dire «Sun de Colliure» perché sun nascit a Colliure. Il faut dire «Soc de Colliure perché vaig néixer a Colliure». Mais ça, c'est une monstruosité. Donc, quand dans 10 ans, plus personne ne parlera le roussillonnais, que ça aura disparu, des gens diront «Oh, finalement, peut-être que cette histoire de dialecte, peut-être que c'était exagéré». Voilà. Donc, mais une fois de plus, il y a un business plus important à défendre le catalan normatif. Moi, c'est pareil, hein, quand j'entends... mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Alors, c'est vrai que je veux pas être non plus d'une mauvaise foi totale, parce que je sais que pour l'enseigner, d'abord, il y a des professeurs de catalan qui introduisent des variantes roussillonnaises, hein, qui évoquent ces variantes roussillonnaises. Mais bon, ensuite, effectivement, si vous voulez enseigner une langue, il faut des grammaires, il faut du vocabulaire, et ça se fait en catalan normatif. Mais moi, quand j'entends que j'ai corrigé le brevet des collèges il y a 2 ans, il y avait 2 profs de catalan qui corrigeaient en même temps que moi, ils venaient tous les 2 du Sud, quoi. Donc moi, j'ai rien contre les gens du Sud, parce que j'aime bien, mais que ce soit eux qui contribuent finalement à la disparition de cette langue, ou qui maintiennent l'illusion que la langue qu'on apprend aux enfants, c'était la langue qui était parlée ici. Ça, c'est un mensonge et c'est une aberration linguistique. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, là aussi, comment on peut expliquer ça?
comment les choses ont accéléré. Ben, il faut le dire, moi je veux pas être insultant parce que je pense que c'est quelqu'un qui devait avoir des qualités, certainement. Mais il y a eu un personnage qui a joué un rôle extrêmement important, c'est Jordi Barre. Le nombre de personnes, moi, que j'ai entendu s'auto-corriger parce qu'il disait Jordi Barre, il le prononce comme ça. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que Jordi Barre, la plupart des textes des chansons qu'il chante ont été écrits par Jean-Pierre Lacombe et par Joan Tocabens. Joan Tocabens, il parle le catalan du Sud parce qu'il est du Pertus, ou que sa famille était pas loin, et Jean-Pierre Lacombe, il le parle parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai par ailleurs beaucoup d'estime, hein, qui était attaché au catalan normatif, et il a appris le catalan normatif. Donc on a diffusé un catalan qui n'était pas du roussillonnais. Et là aussi, ben, comme Jordi Barre, tout le monde savait qui c'était, surtout les dames, ben voilà, c'est devenu le référent culturel, et donc il fallait chanter comme Jordi Barre. Très bien. Moi je suis désolé, mais moi je me rappelle d'une anecdote, c'était pour la San Jordi, et on passe devant, j'étais avec Jordi Barre, bon, alors, moi j'ai rien contre lui, hein. Après tout, il devait penser aussi que le catalan que lui parlaient ses parents n'était pas un bon, et qu'il fallait se dépêcher de parler le catalan normatif. Et on était donc sur la place Saint-Jean, et il y avait quelqu'un qui vendait donc des coques. Enfin, chez moi on disait coques, donc des gâteaux avec des pignons. Et il me dit, et toi tu dirais coque ou cook? Ben je dis ça dépend. Moi chez moi on dit coque, mais vous il faudrait que vous disiez cook. Et c'était extrêmement révélateur, parce que c'est ça aussi, il avait probablement le sentiment qu'il fallait qu'il se débarrasse de sa langue maternelle pour parler la langue qui venait de Barcelone. Hier, je faisais je m'intéresse à la généalogie d'un copain d'enfance, et en fait j'ai trouvé un document absolument extraordinaire. En 1798 ou 1799, je sais plus, quelqu'un qui habitait Vallmanya et ou Balmagne, mais bon, vous me pardonnerez, qui donc meurt accidentellement. Il tombe dans un précipice poussé par le vent et il meurt accidentellement. Et en fait, c'est extraordinaire parce que donc il y a un médecin, un chirurgien qui va faire un constat, qui décrit les blessures, etc. Et donc il y a des témoins. Ces témoins donc expliquent voilà, donc en fait il était guide, il nous a menés de Vallmagne à Corsavie, et puis donc il est tombé, etc. Très bien. Et ce brave homme, le document dit, il tombe Louclotte de pêche. Je lis Louclotte de pêche. Alors je me dis, est-ce que ça peut exister? Il n'y a pas les gens de Vallmagne là ou de Corsavie. Donc je cherche sur une carte IGN. Donc je vais sur internet, je cherche IGN de carte, je tombe sur Jean Becca. Jean Becca donc que j'ai eu comme prof, qui est quelqu'un qui pour moi il est d'une intelligence rare, hein, que j'ai eu comme prof et qui je crois, il serait peut-être pas d'accord, mais à qui je dois un certain nombre de choses. Et donc je vois le travail qu'il a fait sur le cadastre pour Vallmanya comme il a fait ailleurs. Alors je vois. Il y a plusieurs endroits qui s'appellent à Vallmanya Loubac. Ben, Loubac, ça devient Elbac. Il y a plusieurs endroits qui s'appellent Louclotte. Ben, Louclotte, ça devient Elclotte. Ribas, Louribas, pardon, ça devient El Ribas. Mais là, c'est pareil. J'imagine qu'il y a les gens de Vallmanya qui doivent se dire, dire que mon grand-père a déjà appelé ça Louclotte, s'il savait qu'il faut dire Elclotte, ça, ce sont aussi des choses qui contribuent à la disparition de la langue, je veux dire, qui contribuent à la disparition du roussillonnais. Alors, donc, l'édit de 1700, je vous ai dit, ça, c'est le clou du spectacle. Alors, l'édit de 1700, je vais essayer de mettre les diapos dans l'ordre. Donc, vous allez, même ceux qui ne sont pas spécialistes de l'édit de... Alors, si je retrouve... Non, il était là. SASL, l'édit de 1700. Alors, ça, je ne sais plus où j'ai trouvé ça. C'est bien pour un historien qui vous dit, je vous montre des sources, mais je sais pas... Mais c'est pas le plus important. Donc, j'avais dû trouver ça sur Internet, sur un site sur Internet. Donc, c'est une chronologie de l'histoire du Roussillon. Vous y voyez ou vous y voyez pas? Ça va à peu près. Alors, donc, il y a écrit quoi? Il y a écrit, je l'ai ici. Donc, l'histoire à l'époque moderne. Donc, on vous dit, de 1663 à 1672, soulèvement contre le paiement de la gabelle en Val-Espire, révolte des Angeles à la terre, bon, on en a parlé. Donc, 1700. Donc, je dis, l'édit du roi Louis XIV interdit le catalan en Catalogne Nord. On cite,
l'usage du catalan répugne et est contraire à l'honneur de la nation française. Fermez les guillemets. C'est par ces mots que le roi Louis XIV interdit la langue catalane dans son édit du 2 avril 1700 dans les territoires qu'il nomma la province étrangère de Roussillon. Donc là aussi, on trouve souvent que c'est par mépris qu'il l'appelait la province étrangère. Voilà, c'est bon. En réalité, c'est un statut fiscal. C'est simplement un statut fiscal. Donc des provinces étrangères, il y en a d'autres en France. Ce sont des provinces qui en général ont été rattachées tardivement au royaume et qui bénéficient d'un régime fiscal particulier. Voilà, c'est pas du tout bon. La province actuellement, bon, on s'en fiche. Donc la langue française est déclarée obligatoire. Bon, ça très bien. Alors effectivement, c'est pas, quand je dis c'est pas tout à fait faux, vous allez comprendre. Donc ça, c'est le début donc de l'édit. Et si donc c'est en grande partie une citation. Hein. Donc là, effectivement, donc je lis un peu comme ça j'ai l'impression de me prendre pour Louis XIV. Vous savez comme ça va se... Oh là là. Don Louis, par la grâce de Dieu, roi de France de Navarre. À tous présents et à venir, salut. Depuis plus de 40 ans que nous possédons en pleine souveraineté les comtés Viguerie, de Roussillon et Conflans, qui nous ont été cédés avec une partie du comté des Cerdagne par le traité des Pyrénées, les procédures des justices subalternes des 10 pays, les délibérations des magistrats, les actes de notaires, etc., ont continué à y être couchées en langue catalane, par un usage que l'habitude seule a autorisé. Mais comme, outre que cet usage répugne et est en quelque sorte contraire à notre autorité, à l'honneur de la nation française. Donc là, j'ai effacé la suite, parce qu'effectivement, si vous arrêtez là, vous dites, c'est épouvantable, quoi. Il trouve le catalan répugnant, il parle de l'honneur de la nation française, mais vous avez tous les gens, je sais plus s'il le faut encore, mais pendant longtemps, tous les ans, il y a des gens qui commémoraient cet édit, enfin, qui le commémoraient pas en s'en glorifiant, mais en disant, vous vous rendez compte de ce qu'ils ont écrit. Voilà. Alors moi, il se trouve que j'ai commencé par faire une chose très simple. J'ai pris un dictionnaire du XVIIe siècle. Ça, je pense que c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Alors, lorsque vous lisez le dictionnaire, donc c'est le Trévoux, le dictionnaire de Trévoux, que tous les gens qui s'intéressent à l'histoire du XVIIe ou du XVIIIe utilisent. Donc, il y a plusieurs définitions. Alors vous allez vous dire, non, mais cet ayat, il est tellement honnête qu'il va prendre la définition qui lui convient. Alors vous allez voir que c'est pas tout à fait ça, quand même. Et que j'ai des arguments. Donc répugner, être contraire, opposé, incompatible, ne s'accorder pas. Ah, donc ça veut peut-être dire être incompatible. Très bien. Donc là-dessus, je reviens à... Il est là. Je reviens à l'édit. Je reviens à l'édit et je reviens à la suite de l'édit. Donc, je me suis arrêté. Et là, c'est là où on voit la monstrueuse malhonnêteté. Je me suis arrêté à l'honneur de la nation française et même à l'inclinaison des habitants des deux pays. Si les gens avaient une vague idée, enfin ceux qui nous parlent de ça avaient une vague idée de ce que ça veut dire, déjà bon, ça aurait dû attirer leur attention, puisque ça veut dire que même les habitants du pays auraient envie d'eux. Donc il continue. L'inclinaison des habitants des deux pays, lesquels, en toutes occasions, ne témoignent pas moins de zèle et d'affection pour notre service que nos anciens sujets. Ils en reçoivent d'ailleurs beaucoup de préjudices de l'utilisation du catalan. Et après, bon, c'est vrai que c'est un grand moment quand même d'hypocrisie, en ce que pour faire instruire leurs enfants dans la dite langue catalane, etc., ils se trouvent obligés de les envoyer. Bon. Donc en fait, Louis XIV, il est en train de dire quoi? Par un tour de passe-passe, il est en train de dire, en fait, j'impose l'utilisation du français dans la langue administrative pour rendre service au catalan. Bon, là, on a un peu de mal à le croire. Mais dire que l'édit, il est pris par Louis XIV, accompagné de mots de répugnance et de mépris pour les Catalans, c'est un mensonge. C'est pas plus compliqué que ça, c'est un mensonge. Donc après, vous pouvez vous arranger comme vous voulez, mais ça, c'est du mensonge. Donc lorsqu'on vous dira que, voilà, ben vous pourrez, c'est pas compliqué,
le texte de l'édit, il est consultable partout. Donc vous pouvez le consulter, vous pouvez prendre un dictionnaire et voir ce que ça signifie. Voilà. Donc, où en suis-je? Il est 17h20. Ça va. On est à peu près dans les 19h20. On est à peu près dans les temps. Donc, parce qu'il faut que je m'y retrouve. Hein. Alors, pourtant, j'allais pas tant que ça. Hein. Oui, alors après, donc au niveau de la paranoïa, et encore en rapport avec la langue, donc la fameuse phrase qui se trouvait sous le préau d'Aguateville, dont soyez propres et parlez français. Alors ça aussi, moi je dois vous avouer que pendant longtemps ça m'a choqué. Bon, ensuite on se rend compte de quoi? On se rend compte que ça, je suis d'accord avec vous, on peut discuter du sens de la phrase. C'est-à-dire qu'on peut considérer, dans le meilleur des cas, si on a le portrait de Louis XIV dans son bureau, que soyez propre et parler français sont deux choses distinctes, ou c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de logique. Si vous ne parlez pas français, c'est que vous êtes sale. Moi, je ne le comprends pas comme ça, mais je veux, à la limite, pourquoi pas. Alors, deux objections. Première objection, on retrouve ça dans quasiment toutes les régions de France. J'ai vu en Bretagne, c'était ne parlez pas breton et ne crachez pas par terre. Donc, j'imagine que les Bretons se sont offusqués et que ça veut dire qu'un Breton, ça crache forcément par terre. Ensuite, franchement, moi, je ne sais pas de quel milieu vous étiez issu. Moi, je sais duquel j'étais issu. Moi, je suis né en 1960, c'est il y a longtemps, mais c'est quand même pas antédiluvien. L'hygiène, bon, moi je me souviens à l'école, on regardait si les filles avaient des poux, on regardait si les ongles étaient propres. Est-ce que c'était forcément méprisant pour les Catalans? Alors, moi qui ai eu un mépris, j'allais dire de classe, c'est-à-dire qu'on considère qu'un pauvre c'est sale, ça je suis à peu près d'accord. En même temps, peut-être pas chez vous, mais chez moi, si ma mère m'entendait, les pauvres n'étaient pas forcément très propres. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il n'y avait pas d'eau courante, on n'avait pas les moyens de se laver, on avait des garde-robes qui n'étaient pas pleines. Donc ça, je veux dire, voilà. Mais c'est des choses ça revient en général. Vous parlez des Angeles, de l'édit, et on vous parle de ça, le mépris pour les Catalans. Beaucoup d'instituts étaient catalans, d'ailleurs, étaient d'origine catalane. L'interdiction du catalan dans les écoles primaires dans les années jusqu'aux années 1930-1940, moi j'ai entendu des choses très différentes. J'ai entendu des gens qui me disaient effectivement les instituteurs nous interdisaient de parler le catalan. J'ai aussi moi interviewé des gens à Pras-le-Mouillot qui nous disaient les instituteurs ne nous interdisaient pas de parler le catalan. Leur interdisaient de s'exprimer dans le cadre de la classe, bien entendu. Mais ensuite, alors. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était un mythe. Je dis simplement que là, il faut peut-être et puis que je suis pas certain que effectivement ce soit complètement éloigné d'une réalité qui était que l'hygiène, bon, surtout à la fin du 19e siècle, quoi. Bon. Alors, donc. J'en finis avec la parano pour éventuellement. Donc la parano, c'est ça, c'est se dire que son pays a une histoire absolument extraordinaire, que les Catalans ont montré qu'ils étaient de grands conquérants, de grands artistes, de grands bâtisseurs. Bon, jusque-là, il n'y a rien de grotesque. Moi, simplement, je me souviens aussi quand on parle de grandeur de la Catalogne, bon, on parle des Français qui ont occupé ces terres-là, qui ont massacré des gens, etc. Moi, je me souviens que je faisais des cours de catalan au lycée et qu'on avait tous une grande admiration pour Jacques le Conquérant, parce que c'était un grand catalan, quoi. Partout où il avait été, il avait massacré allègrement, donc les Valenciens, les gens des Baléares, etc. Et lui, c'était un grand type, quoi. Voilà. C'était un type extraordinaire, il massacrait, bon. Alors, on faisait prononcer aux gens de Valence la fameuse phrase, qu'ils étaient incapables de répéter, el fetge d'un penjat qu'un calepenge, donc voilà, donc vous n'y arrivez pas, vous tuez, ce type, c'était un type extraordinaire. Bon, après, du recul, on s'est dit, bon, dans le fond, voilà. Alors, ensuite, les Catalans qui ont mis dès le Moyen-Âge en place une démocratie, hein, qui mettait sur un pied d'égalité
un pêcheur de Collioure, un berger de Pras-de-Moyau, un négociant de Perpignan et un noble, là déjà, il y a encore des gens qui le croient, quoi. Qui croient que la Generalitat, les Cortes, c'était la démocratie. Mais, je veux dire, il faut lire un livre d'histoire. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a effectivement les trois bras qui sont représentés, les trois catégories de la population. Donc le clergé, la noblesse, et ensuite donc les villes. Mais dans les villes, qui est représenté? Vous croyez que c'était le mendiant du coin qui était représenté, qui allait défendre ses intérêts? Donc, que la Catalogne ait mis en place des institutions qui étaient, je pense, plus démocratiques que la monarchie absolue à la même époque, ça me paraît être une vérité. À côté de ça, il faut quand même pas imaginer qu'il y avait une distance folle, quoi. Donc une fois de plus, lorsqu'on parle de démocratie, lorsqu'on parle de gens qui avaient le droit de s'exprimer, et bon, j'ai oublié de le dire, mais pareil, moi quand j'ai commencé la recherche, il y avait deux choses qui me gênaient, c'était justement les négociations autour du traité des Pyrénées, quand on me disait les Catalans n'ont pas été consultés dans les négociations du traité des Pyrénées. Mais ensuite, vous dites, on parle de quoi, là? En 1659, on aurait demandé aux Catalans, dans ces négociations entre deux rois, c'est même pas deux rois d'ailleurs, c'est deux groupes de nobles qui défendent chacun leur beefsteak. Sylvain Chevauché aurait été beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut dire les Catalans n'ont pas été consultés? Enfin, je sais pas. C'est comme si moi je disais, vous savez ce qui m'arrive? J'ai écouté la radio hier, j'ai écouté la télé hier. Emmanuel Macron a fait des déclarations concernant l'Ukraine. Je vous raconte pas. J'ai pris mon téléphone, je lui ai téléphoné illico. Je lui ai dit, Manu, tu exagères, hein, tu aurais pu me demander. Je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Comment on peut dire des choses comme ça? Donc, croire à cette espèce de démocratie, c'est du délire. Mais effectivement, on considère que ce paradis terrestre, avec des angelettes héroïques, des organes démocratiques représentatifs magnifiques, ont été victimes de quoi? Ont été victimes, finalement, des deux puissances voisines, de la France et de l'Espagne, que ce soit d'abord des monarchies et puis donc les régimes qui se sont succédés. Et ça, on l'entretient, nous, pauvres Catalans, voilà, dire qu'on est des gens si bien, regardez ce qu'ils nous ont fait. Bon. Alors, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que ces choses-là, elles sont diffusées. Alors, elles sont diffusées, pourquoi? Parce que, comme je l'ai un peu dit déjà, on est dans un pays où tout le monde ne peut se prétendre historien. Des historiens, vous en avez partout. Moi, je me souviens d'une anecdote aux archives départementales. Michel Brunet, que j'espère beaucoup d'entre vous connaissent, qui on fait la pause café et il rencontre un monsieur. Et ce monsieur, donc, j'avais jamais vu aux archives. Et ce monsieur me dit, vous travaillez sur quoi? Et Michel Brunet lui dit, moi je m'intéresse à la Révolution française. Très bien. Ah, et ce monsieur dit, moi aussi. Moi je m'intéresse à la Révolution dans je sais plus quel village de Roussillon. Et après coup, je me suis dit, voilà, ce monsieur, il doit peut-être que c'est quelqu'un de très bien et qui s'est fait une toute autre réflexion, mais bon, je me suis dit, il a rencontré un père, voilà. Il a rencontré Michel Brunet, il a rencontré un père. Il doit se dire, voilà, quelqu'un aussi qui est capable de dire autant de choses à propos de la Révolution. Mais dans le fond, celui qui ensuite a été capable de faire une conférence dans son village, celui qui a été capable d'écrire dans le bulletin municipal, celui qui a été capable éventuellement de rédiger un petit opuscule et de le distribuer. C'est-à-dire celui qui va en fait transmettre l'histoire et qui va donner une vision de l'histoire aux habitants du village, vous l'avez compris, c'est pas Michel Brunet. Et c'est ça qui est assez fou. Alors, bon, comme je l'avais dit, je veux dire, ce qui compte, c'est la communication. Vous devez connaître, dans chaque village, il y a des ethnologues, il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a des archéologues. Moi, je suis halluciné. Mais les gens, ils sont autoproclamés. Il suffit qu'ils disent... Alors, comment c'est possible, ça? Vous comprenez que pour un maire, c'est mieux d'avoir des héros dans son village. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous explique qu'il y avait des gens héroïques qui vivaient chez vous, après tout, c'est pas mal. Si vous avez quelqu'un qui vous dit que vous avez une œuvre d'art qui est absolument unique, alors ça me rappelle, je vais dire Jean Raynal. Jean Raynal,
Là, il y a quelques perles quand même qu'il faut que je rappelle. Jean Raynal, il a été conseiller de Christian Bourquin pendant des années. Donc, comme il était conseiller de Christian Bourquin, qu'il avait un pouvoir culturel qui était colossal, il pouvait se permettre de dire à peu près n'importe quoi, et tout le monde le vénérait parce qu'il avait des moyens. Si vous vouliez faire une expo, vous aviez besoin de subventions. Si vous aviez besoin d'une publication. Donc, il faut quand même rappeler que Jean Raynal, il a commencé par dire que Christophe Colomb était catalan. Bon, ça, il y en a eu d'autres. Bon, évidemment, il le dit, il n'y a aucune preuve. Bon. Ensuite, il a expliqué que Jean et Sébastien Cabot, alors je crois que c'est comme ça qu'il faut dire, qui ont découvert Terre-Neuve, étaient originaires de Cospron. Parce que il y a une famille Cabot à Cospron. Il a aussi expliqué, ça c'était quand même magnifique. Il y a eu donc en 2007 la commémoration de la mort de Vauban. Donc il publie un bouquin, enfin le Conseil général publie un bouquin, et donc 2008, et dans ce bouquin qui est monstrueux, historiquement c'est monstrueux. Il aurait dû y avoir des personnes qui dénoncent ça, qu'on puisse raconter de telles bêtises à propos de Vauban. Alors, ce qui est quand même extraordinaire et qui n'est pas discutable, c'est qu'il nous explique donc que Vauban a participé au siège de Barcelone en 1714. Voilà. Seul problème, c'est que Vauban, il est mort 7 ans avant. Et que le Vauban qui participe au siège de Barcelone, parce qu'il y en a un, c'est un petit-neveu ou un arrière-petit-neveu. Mais que quelqu'un qui représente la culture au niveau du Conseil général écrive ça, ben ça montre le niveau du reste, quoi. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire qu'il y a une histoire extrêmement importante à laquelle on ne peut pas toucher. Bon, ben voilà, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a l'histoire locale, ben, finalement, avec laquelle on peut s'amuser, quoi. Parce que c'est pas important. C'est pas important. Que vous disiez les Angeles sont héroïques, c'est pas important. Que vous disiez il y a eu 2 milliards de républicains qui ont franchi la frontière, c'est pas important non plus. Que Christophe Colomb soit catalan, que les Cabots soient de Cospron, c'est pas important. Le problème, c'est lequel? Le problème, quand même, c'est que c'est un manque de respect pour l'histoire de ce pays. Et puis, ça fait quoi? Ben, ça brouille les repères, parce que les gens, cette espèce de parano, cette espèce d'importance attachée à la mythologie, elle fait quoi? Elle développe chez les gens, ben, d'abord, un chauvinisme très, très exacerbé. Le chauvinisme, ça peut être du patriotisme. Le patriotisme, ça peut être du nationalisme. Alors, c'est bien le nationalisme. Mais après, je veux dire, lorsqu'on est dans une société, moi j'étais enseignant au collège donc pendant longtemps, je suis consterné par le niveau culturel des gens. Je suis surtout consterné par leur capacité de réflexion. Si vous apprenez à des gens que leur histoire est faite de héros, de mythes, comme c'était le cas à notre époque, vous ne contribuez pas, je pense, à les émanciper intellectuellement. Et je pense que de façon générale, les gens ont une capacité de réflexion, une capacité de critique qui est infiniment inférieure à ce qu'elle a pu être pour les gens de ma génération. Et ça, c'est un drame. Parce que l'histoire, c'est pas important. La vérité historique, c'est pas important. Mais lorsqu'on est dans un pays où on a des manifestations un peu partout, j'en discute pas la légitimité, mais surtout de moins en moins de gens qui vont voter et de plus en plus de gens qui se tournent vers les extrêmes, ben je dis tout ça, je crois que c'est lié aussi à cette vision, parce que je pense, et ça sera mon mot de conclusion, que on a énormément de mal à analyser le passé, à analyser le présent, par contre, à prendre du recul, à analyser si on a une vision de son passé qui est complètement paranoïaque ou mythique, quoi. On ne peut pas être clairvoyant, on ne peut pas être lucide sur son présent si on a une vision de son passé qui est complètement faussée, complètement farfelue. Et c'est en quoi je suis inquiet, pas parce que après, moi, qu'il y ait des gens de 20 ans qui se prétendent ethnologues, qui vous expliquent que moi, en Val-Espire, je suis concerné, quoi. J'ai vu. Alors, un exemple. Allez, je vous donne un exemple qui est quand même hallucinant. La procession de la Roudelle à Arles. Arles. Très bien. Arles-Montbolo. Alors, j'avais mis un article dans l'Indépendant il y a longtemps, qui a eu, j'en avais envoyé une copie, donc, à Robert Bosque, et j'en avais envoyé une copie au maire d'Arles, qui était donc d'Arles, non, d'Amélie. Bantour, hein, c'était Arles, le maire d'Arles. Bon. Moi, tout à fait par hasard, j'ouvre un dictionnaire enfin, tout à fait par hasard.
un dictionnaire en catalan du XVIIe siècle. Et je vois Roudell. C'est un bouclier au Moyen-Âge. C'est un bouclier. Français, rondache. Rondache. Très bien. Et puis, j'ai un éclair de lucidité. Je me dis, mais c'est dingue quand même. Cette Roudell, elle a vraiment la forme d'un bouclier. Donc, un bouclier qui protège contre le mauvais sort, le diable, les mauvais esprits en cire, qui montrait l'investissement. Ça me paraît pas sot comme... bon, donc, mais il a fallu, Guillaume était là, je crois, au musée de Prats, que je dise à Clara, qui reprenait encore la même chose. Oui, la Roudell, c'est un soleil, etc. Lui dire, mais vous en avez pas marre de raconter les bêtises? Mais tout le monde s'en fout de la Roudell. Que savoir que c'est un bouclier ou que c'est le soleil, bon, voilà. Donc, tant que vous avez des gens qui écrivent n'importe quoi, qui font des souriens, et que par facilité, par trouille, par négligence, parce qu'il y a ça aussi, le mépris. Non, mais il dit n'importe quoi, mais tu sais, quelqu'un de pas très cultivé, pas très fut-fut, laissons-le. Laissons-le. Laissons-le, et à force de laisser, ça donne, comme je disais, une société où, bon, on part de citoyens, les gens vous regardent avec des grands yeux, on arrive à vous faire avaler n'importe quoi. Et ça, je pense que, effectivement, ça laisse augurer des lendemains qui seront peut-être pas extrêmement glorieux. Voilà, je vous remercie. Bien, comme on s'y attendait, la présentation de M. Alias est très tranchante. Comme je suis institué comme président de séance, je donnerai juste avant la parole, mais... Pardon? Ils vous entendent pas trop, ils disent. On m'entend pas? Pas assez? Maintenant, on m'entend mieux. Plus près du micro, comme ceci. Et là, on m'entend mieux. Bon. Donc, je reprenais. Comme je suis président de séance, je vous donnerai d'abord la parole avant de vous la donner. Ne vous inquiétez pas. Bon. Merci beaucoup encore, M. Ayat, d'avoir fait cette présentation. Je souhaiterais revenir d'abord de votre introduction, de l'écran de votre introduction, et revenir sur le fait que vous disiez que les gens se désintéressent de l'histoire locale. Permettez-moi quand même de vous dire que face à l'auditoire que nous avons ce soir en face de nous, eh bien ça met à l'épreuve aussi ce mythe quand même. Il y a quand même une certaine qualité. Alors c'est vrai, on pourrait regretter quand même, pardon par avance, mais que la moyenne d'âge peut-être soit un peu moins élevée, d'accord. Voilà. La jeunesse s'intéresse un peu plus à l'histoire locale, mais bon, que voulez-vous? Heureusement, vous êtes là ce soir pour représenter l'intérêt porté par l'histoire du Roussillon, donc merci. Simplement, en tant qu'historien moderniste, je souhaiterais revenir donc sur la question des Angeles. Bon, je ne reviendrai pas sur tout, mais sur deux, trois points très rapidement. Vous disiez que bon, beaucoup d'historiens ont dit certaines bêtises, très bien, ils sont plus là pour se défendre, donc je vais faire en sorte, moi, de prendre leur défense. Donc je vais prendre vraiment ça là. Vous êtes courageux, hein. Je dirais simplement deux mots. Bon, vous parlez justement de ce nationalisme. Effectivement, le mot nationalisme est anachronique. Il ne correspond pas à l'époque moderne, c'est plutôt une époque contemporaine. Vous l'avez dit, à partir du 19e siècle, il y a Nicolas Marty. Après le printemps des peuples se développe la question du nationalisme. Bon, il y a Nicolas Marty dans l'audience, donc je ne vais pas développer sur ces questions-là parce qu'il va me reprendre très facilement. Mais c'est vrai, il n'y a pas de nationalisme, vous avez raison. Mais il y a une relation entre le seigneur et le sujet qui s'appelle la loyauté. La loyauté, d'accord? Cette loyauté, effectivement, elle peut être parfois, mise à mal, d'accord? Et puis, on reste des humains, et donc les humains sont aussi des opportunistes, et donc à un moment, quand il y a un bon coup à faire, et on le voit en Catalogne surtout, avec le développement des petits mercenaires, et bien quand il y a un bon coup à faire, même si c'est le voisin, on va le piller, quoi. On va le piller, donc effectivement, vous avez raison aussi de montrer qu'il n'y a pas toujours des actions héroïques, c'est vrai, et là pour le coup, je vous donne raison. Et je reprendrai votre introduction, qui était aussi intéressante, il y a passé histoire. Et les historiens qui ont certainement écrit, alors je ne me souviens plus de ce qu'a écrit Raymond Sala, je ne me souviens plus exactement de ce qu'a écrit Alessia Marcé, mais ça reste des historiens qui ont beaucoup produit aussi du roman national. Alors, on peut être très critique à l'égard du roman national, moi je ne suis pas un fervent défenseur du roman national. On peut avoir des discussions, aucun problème. Moi je ne suis pas un fervent défenseur. Mais ils ont participé aussi à construire un roman national. Que, bon, bien sûr,
on peut critiquer, d'accord, mais ce roman national aussi permet de se rattacher à quelque chose. Bon, voilà, on peut avoir une discussion, si vous voulez, politique, philosophique, voilà. Mais c'est, et vous l'avez dit aussi en introduction, je crois, un historien aussi propose un regard sur l'histoire, Bon. En présentant des sources, etc., bon, avec des sources parfois et des productions, avec certaines erreurs, vous avez parlé de 51, qui partent aux galères, finalement c'est 5, bon, là aussi, il y a quelques erreurs qui sont regrettables, et certains le reprennent bêtement, et peut-être là aussi, je vous donne raison d'être pointilleux, Mais quand même, vous disiez que peu de gens s'intéressent, et que c'est pas intéressant, l'histoire du Roussillon, mais vous allez quand même jusqu'au plus petits détails pour les démonter, donc finalement, c'est que ça intéresse quand même, ça intéresse beaucoup de monde, et vous êtes extrêmement pointilleux sur ces détails. Bon, je vais laisser la parole, effectivement, parce qu'il y a des gens qui s'impatientent, et donc je vais laisser la parole. Mais simplement sur ça, monsieur Ayat, on pourra en discuter si vous voulez après, mais c'est pour remettre certaines choses au clair. J'avais d'autres choses sur les de 1700, mais je vais vous laisser la parole. J'arrête là. Ceux qui souhaitent prendre la parole, levez la main, s'il vous plaît, je vous donne le micro. Oui, j'arrive. Et pardon encore d'avoir refusé la parole. Oui, j'ai entendu que parfois beaucoup de gens s'improvisent spécialistes en tout, spécialistes en rien. En les indépendants, j'ai vu qu'il était prévu promouvoir un catalan normatif, une norme linguistique, qu'elle soit pour le catalan ou une autre langue, ne se rattache à aucun territoire. Le catalan normatif n'a jamais été parlé, ni ici, ni à Barcelone, comme le français normatif. On ne peut le rattacher à aucun territoire. De la part de la société agricole et scientifique, je pensais qu'il y aurait un scientifique linguiste ou une linguiste pour parler les problèmes de langue. Après, mythe, mensonge et parano, c'est un terme médical. Là, il aurait fallu un expert psychiatre pour parler de parano. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'improvisent spécialistes en tout, et en fait spécialistes en rien. Voilà. Je pense que les enseignants du département de catalan de Perpignan ont tellement de travail qu'ils ne peuvent pas venir assister à des conférences de la SASL. Il est là leur problème, je pense. Oui, ben, d'enseignants en langue, pardon. Ouais. Oui, pardon. Mais, moi, j'ai des problèmes de vocabulaire parce que je ne suis pas allé longtemps à l'école. Alors, Marie. Ah, pardon. Attends. Bonjour, merci pour votre exposition. C'est vraiment bien d'entendre des gens qui vont bien au détail de l'histoire et qui vont chercher les sources. Ça remercie de temps en temps d'écouter effectivement des gens qui ne cherchent pas des histoires un peu féeriques dans le passé. Mais par contre, vous dites que l'histoire c'est la vérité passée et qu'en fait ça ne change pas et que l'histoire ou l'historiographie c'est juste la façon dont on présente cette histoire. Mais finalement, dans notre société, dans toutes les sociétés, c'est ces histoires en fait qui nous rattachent. Moi, je ne valais pas devant la porte du voisin et je ne me soucie pas trop si la voiture du voisin elle est sale. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas à moi. Par contre, je me soucie quand il y a un projet qui peut nuire bien à tout ce qui se passe à mes voisins parce que ça va me tomber sur moi à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce que je appartiens à ce groupe. Donc oui, l'histoire effectivement nous fait appartenir à un groupe, ce qui fait que nous nous soucions de ce qui nous arrive. Je coïncide avec vous, effectivement, il y a un désintérêt dramatique, terrible, horrifiant pour l'histoire locale, le patrimoine local, effectivement. Et si on ne voit pas le lien entre ça et le fait que les gens votent de moins en moins, qu'ils se soucient de moins en moins de tout ce qui se passe, ben, en fait, il faut juste relire des choses que vous avez dites pour voir pourquoi, effectivement, il faudrait faire ce que vous critiquez à ces gens qui, effectivement, expliquent l'histoire peut-être d'une façon pas assez rigoureuse, mais qui font la diffusion. Ils arrivent aux gens. Ils arrivent aux gens. Et si eux, ils arrivent aux gens, il faut se poser la question. Peut-être il faut changer le langage, peut-être il faut faire plus de vulgarisation, peut-être il faut faire moins d'académicisme, plus de vulgarisation. C'est pas moi qui va répondre, moi je ne suis pas historien. Par contre, moi j'ai été enseignant de langue, je ne suis pas linguiste. Mais histoire alimentaire, j'ai dû travailler comme prof de langue pendant 2 ans. Et sûrement, ça va être pas une surprise, je suis originaire du Sud. Donc effectivement, beaucoup de gens m'ont dit « Ah ouais, mais tu ne nous apprends pas le roussillonnais ». À laquelle chose, j'ai toujours répondu « Mais quand les roussillonnais, vous me parlez en roussillonnais, ben, j'aurai la chance d'apprendre le roussillonnais ». Parce que quand j'étais petit, je passais tous mes étés à San Carlos de la Rápida, en Terres de l'Ebre, où ils parlent avec un accent assez marqué, et aussi à la France de Ponent,
territoire qui est dans l'Aragon, où ils parlent aussi en catalan, un peu mélangé avec l'aragonais. J'aime bien la variété linguistique. Donc moi, je suis habitué à la variété dialectale territoriale. Mais j'ai appris ça parce que les gens me le parlaient. Ça m'a choqué quand même, cette revendication que les gens du Sud participent consciemment ou inconsciemment à cette disparition du rossillonnais, tandis que chaque fois que vous disiez le mot en rossillonnais ou des phrases en rossillonnais, j'ai eu l'impression que plus ou moins tout le monde comprenait. Mais ça m'a choqué plus qu'il n'y a pas eu même pas l'intention ni la demande qu'on fasse cette conférence sur l'histoire et le patrimoine de Rossillon, parmi lesquels la langue rossillonnaise, précisément en rossillonnais. J'espère qu'après ça, on va tous courir comme de fous à s'inscrire au cours des Catalans comme Nyom. Donc on a ici on a la chance de compter avec la présence de son président pour s'inscrire au cours des Catalans, faire vivre la variété rossillonnaise ou le normatif, puisque je comprends l'idée que c'est très grave qu'on perd le rossillonnais face à une idée que le catalan normatif c'est mieux que je sais pas quoi. Moi, je suis originaire de Barcelone, mes parents, grands-parents, arrière-parents, arrière-grands-parents, ce que certains appellent en catalan de souche, je ne sais pas ce que c'est et ni à quoi ça sert, je peux vous dire, ça ne sert à rien, parce que je suis le seul de ma famille à penser certaines choses. Donc, les catalans de souche, ou quoi que ce soit de souche, c'est encore un autre mythe parano qui ne sert à rien. Sur ça, on est d'accord. Ma grand-mère ne parlait pas le catalan qu'on m'a appris à l'école. Et ma grand-mère, pourtant, a grandi à Barcelone. Donc, ce catalan normatif n'existe nulle part. C'est juste un normatif. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est grave que Jordi Bard, elle chante un catalan normatif, parce que quelques-uns qui écrivaient les chansons, ça je ne savais pas par contre, c'est un détail intéressant. Par contre, que Jacques Brel, il chante en français normatif, c'est pas un problème, comme Jacques Brel, il n'était pas de Paris. Pourquoi c'est un problème en catalan et c'est pas un problème en français? C'est là que je vois le truc. Et alors, juste un petit truc, je ne suis pas historien, mais par contre, ça m'intéresse l'histoire. Vous disiez pourquoi le roi d'Espagne devrait demander aux Catalans quand il est en train de négocier son steak avec le roi de France, pour 2 phrases après dire les Catalans en fait ils ont été victimes des puissances voisines. Si c'était des voisins, qu'est-ce qu'ils foutaient les Catalans là au milieu? Et si le roi des Espagnols était le roi des Catalans, pourquoi ils étaient des voisins? Donc j'aimerais bien juste rappeler que la France elle était vraiment un royaume dans un processus très centralisé. Par contre, que l'Espagne des Habsbourg, il était encore un système polysynoïdal, ce qu'en termes modernes, et là, on va faire un parallélisme, je vais sauter quelques distances parce que je sais que c'est dangereux d'appliquer de termes modernes à des situations historiques. On pourrait parler de quelque chose qui rassemblait plutôt au fédéralisme. Donc oui, effectivement, il y avait des cours catalanes qu'après le traité des Pyrénées, ont dû appeler le roi d'Espagne pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait sans nous consulter avec un territoire qui est sous souveraineté d'une cour de Barcelone et pas de Madrid ?» Donc oui, il devait consulter parce que légalement, même si on peut être d'accord, les Habsbourg, ils ne respectaient pas trop cette histoire. Mais juste ces précisions, ces réflexions, désolé, je m'arrête. Alain, je suis Oui. très contente Ah ouais. que tu aies mis les choses, certaines choses. Merci. N'est-ce pas? Une belle, vraiment historique, marque beaucoup. N'est-ce pas? Et je te félicite. Merci. Oui, je vous réponds pas parce que je pense que vous de toute façon, vous attendez pas une réponse. Vous avez, voilà. Ouais, non, vous attendez. Mais après, on pourra en parler parce que j'ai pas besoin de vous dire que je suis pas d'accord avec vous. D'abord, je comprends pas tout ce que vous voulez. Je sais pas qui vous êtes, je comprends pas tout ce que vous voulez dire, mais on peut en parler. Mais comme les gens s'en vont, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, je les laisse intervenir. Hein. Le spectacle, on le fera après. Attends, il y avait Marie. Allez, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit sur la langue. Il serait que parce que la langue roussillonnaise n'existe pas, une dialecte roussillonnais non plus, ça n'existe pas. Je sais. Ah ben non, tu me l'as. Ça n'existe pas. Tu me... J'ai les archives de ma famille, je vous les ferai voir. Bon, permettez. Oui, bien sûr. Des anecdotes. Alors je t'en donne 2 anecdotes. Une, Pompeu Fabre, quand il se réfugie à Prades, il écoute les gens qui parlent à Prades et il dit si j'avais connu ça, je n'aurais pas rédigé comment on appelle ça, ma langue, ma grammaire, comme je l'ai faite. Et l'autre exemple que je te cite, c'est un exemple tout à fait personnel. Quand j'ai un problème en roussillonnais, je téléphone à une vieille copine qui est de Pâle, ou de Palafoulet, je ne sais pas quoi, et je lui dis ta grand-mère, comment elle le disait ça? Et sa grand-mère le disait exactement comme mon arrière-grand-mère. Voilà. Parce que le roussillonnais, c'est du catalan du Nord.
fou comme ça, avec des influences de ci, de ça. Les langues, ça n'existe. Alors, je suis d'accord avec ça, les langues, ça n'existe. Mais c'est partout pareil. Le langue selon pas de langue en pleine, en montagne. Mais c'est bien ce que je suis en train de dire. Si tu écoutes parler n'importe quel ancien de plus de 80 ans d'un village de Roussillon, et si tu le fais parler avec quelqu'un de l'Emporda, tu vas pas me dire qu'il parle à la même langue. Ensuite, alors, c'est quoi une langue alors? Alors, la langue, elle est donc, infiniment variée. d'accord. Donc, ils n'utilisent pas le même vocabulaire, hein. Ils n'ont pas le même accent, ils n'ont pas le même accent, et ils n'ont pas les mêmes structures de phrases. Mais c'est pareil entre Pour moi, c'est une langue, ça. Mais bon. Mais c'est pareil. Le seul endroit où j'ai bien compris au français, c'est le jour où en Isère, j'ai rencontré des gens, on a parlé dans une ferme, ils m'ont parlé français, j'ai rien compris de ce qu'ils me racontaient. Ils étaient persuadés de parler français. Et ils parlaient français. Je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Tu comprends? Et c'est pareil. Il y a une base quand même. Exactement comme moi, quand je vais au Baléares, des fois, je n'ai pas à comprendre le catalan. Non, mais qu'il y ait une base commune, je ne le discute pas. Ça fait la richesse. Mais qu'on laisse croire que les gens qui sont ici parlent une langue, en fait, qui à un moment donné a été proche du catalan normatif et qu'elle s'est petit à petit dégradée, d'élite. Mais c'est ton point de vue, mais il y a plein de gens qui le croient. Mais Marie, on ne va pas s'engueuler nous deux devant tout le monde, hein. Mais enfin, va voir des... Mais va voir des gens, je t'amènerai à Collioure, je t'amènerai à Praz-de-Mouillot et tu poseras la question aux gens, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Hein. Allez, tu vas venir le 5 à Tréfère, tu m'as dit, je te donnerai les archives, je voulais amener les archives. Ouais, non, mais tu parles inconvaincu. Hein. Que cette région répond parfaitement à l'édit de Villers-Cotterêts de 1539, où François Ier dit qu'il n'y aura plus d'états généraux en Languedoc, et en Languedoc on va parler français, pour mieux se comprendre. Je dis que François Ier était, très friand de ses parler, de ces langues régionales. D'ailleurs, quand on écoute, quand on lit Montaigne, il dit là où n'arrivait pas le français, le gascon arrivait. Moi, c'était pareil, madame. J'ai été élevé dans un milieu catalan, et le catalan désastre. Alors, je te ferai voir les reçus de capitation de ma famille qui remontent à 1729, qui sont écrits en français. Et puis il y a le livre de vie de la famille, Solonat et Pelpigna, son Glompat, bien sûr, Plantat, Tartan, tout faites chaud. Voilà, et c'est épais comme ça, je te le donnerai, je te le ferai voir. Ah oui, non, mais avec plaisir d'abord. C'est tout à fait normal. Dans mon enfance, avant la guerre de 1939, tout le monde était bilingue. En Roussillon, à la campagne, comme à la ville, les magasins, comme dans les salons. Oui. Je suis né en 1931. Le grand phénomène, c'est la disparition dans toutes les couches sociales. C'est ça qui est pathétique. Avec l'effondrement du français, parallèlement. Alors là-dessus, j'ai un petit souvenir, si ça ne vous ennuie pas. Je me reproche, puisque je suis pas loin de mon décès, et je suis mortel, je ne suis pas académicien. Enfin, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, une de mes cousines, un peu plus âgée, triant des papiers de famille, me dit, je trouve dans une boîte des lettres du régisseur des propriétés de ma mère à Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, à côté de madame, je crois que vous connaissez. Ce régisseur s'appelait Planey. C'est un nom, un patronyme catalan, que je sache. Bon, il s'est trouvé que ma tante, vivante en Vendée, pour des raisons d'exploitation agricole, quand elle ne séjournait pas ici, son régisseur lui a envoyé des comptes rendus dans un français impeccable, et de style et d'orthographe. C'est un professeur de lettres qui vous le dit. J'ai fait la sottise de ne pas garder ces lettres, puisque les propriétés avaient été vendues. Et j'aurais dû vous les garder pour vous, comme témoin d'un parfait bilinguisme, un homme qui était purement catalan, sa femme catalane, il n'a jamais quitté Saint-Cyprien, Madame Requena, vous n'avez pas pu le connaître, mais Planey, non. Et
J'ajoute, j'ai été examinateur au baccalauréat de français en France, et il était très rare de voir des copies de français dans un français aussi impeccable que ce régisseur catalan. Il faut que tout le monde le sache. Oui, alors non, mais... Parce que moi, j'ai la consigne des rectorats de ne pas, comme tous mes collègues, de ne pas imputer de mauvaises notes au fautes d'orthographe. Ça, je crois que ça dure encore à l'épreuve de français obligatoire pour toutes les sections. Or, ce régisseur appelé Planeil, oui, c'est pas la peine de me photographier, je suis Hubert, mais je ne suis pas Hubert Robert. Autrement dit, il y avait à l'époque dans la France d'abord une catégorie d'instituteurs admirablement formés. Oui, bah oui. Monsieur Albi a fait la sottise de supprimer, et après, bon, dans l'enseignement supérieur, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était excellent. Mais je tenais à signaler l'existence de ce catalan oral. Ça, j'ai connu dans ma famille des gens qui étaient licenciés ou docteurs en droit qui n'auraient peut-être pas écrit le catalan correct. Mais le français aussi, il y avait très peu de personnes qui écrivaient un français impeccable. Tout le monde n'était pas Paul Valéry. Bon, excusez-moi d'avoir été trop long. Non, je voulais juste te remercier pour l'histoire de Aïguaté, parce que ça, c'est une imposture qui m'a toujours choqué. D'abord, il n'y a pas de virgule, comme le plus souvent la vulgate de cette inscription, on dit « Soyez propre, virgule, par les Français », cette espèce d'enchaînement qui crée ce sentiment de mépris, de rejet, etc. C'est pas vrai. Il y a écrit « Soyez propre » et il y a écrit « par les Français ». Parce que c'est Aïguaté, quelque part là-haut, dans les Garroches, c'est une école communale du début du XXe siècle. Et quelle est la mission qu'on demande à cette école? C'est d'apprendre le français aux élèves, et éventuellement un petit peu les petits paysans qui sont peut-être parfois, en tout cas en été, plutôt pieds nus qu'autre chose, etc. Voilà, et peut-être on leur demande d'être un peu propre à l'école. À l'école. Et c'est quand même complètement aberrant de transformer ça en une espèce d'agression, alors que justement d'ailleurs ça leur donne l'instruction qui après leur permet éventuellement d'écrire des lettres de régisseur en bonne et due forme, mais ça n'est en aucun cas une intrusion dans leur pratique sociale villageoise, de leur langue, avec leurs parents, avec leurs cousins, etc. Une fois franchi la porte de l'école, ciao, hein, on redevient ce qu'on est dans son village, et ça n'a jamais été, d'ailleurs, l'école Jules Ferry, donc fin du 19e siècle, n'est pas, et ça c'est aussi une des impostures qu'on entend trop souvent, n'est pas une des causes de la disparition de la langue catalane qu'on parlait en Roussillon. La langue catalane s'est effondrée après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, à partir du moment où les usages hérités, parce qu'une société qui était mono-activité agricole, qui dans le cadre de la société agricole, locale, villageoise, etc., avait une langue véhiculaire qu'il avait héritée, n'avait pas besoin de changer, à partir du moment où la société s'est trouvée changée, ses usages, son ouverture, son métier, ses métiers, etc., changés, la langue a reculé. Oui, et les familles étaient les premières à parler français à leurs enfants, parce qu'ils voulaient qu'ils passent le certificat d'études et qu'ils puissent entrer dans l'administration. Donc, bien sûr que non. Non, ben non. Mais ça aussi. Si à l'école communale, en 1902, on leur demandait pas de parler français, à quoi ça aurait? Oui, non, mais bien sûr. Il y avait le service militaire. Non, mais une fois de plus, moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que l'histoire de ce pays, la langue de ce pays, elles ont tellement d'originalité, ou en tout cas tellement de richesse, qu'il est dommage de manquer de crédit, de ne plus être crédible, parce que justement, ça s'accompagne de tout un tas de monstruosités. Moi, je me souviens, je l'ai déjà dit, lorsqu'on allait à Montpellier, étudiant, on allait à Montpellier, on savait que, ma foi, ce qu'on allait dire allait complètement manquer de crédit, parce que voilà, c'était fantasmé, c'était exagéré, c'était inventé, etc. Et c'était terrible, quoi. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses, effectivement, qui étaient discutables, mais après, il y avait plein de choses intéressantes. Et ça, voilà. Bon, et là, je crois que faire la part des choses, c'est pas méprisant, c'est pas de l'anticatalanisme primaire. Voilà,
Tu as bien raison de dire qu'ici, il n'y a pas d'enseignants de l'IFCT, mais ils ont une réunion à la fac, ça. Ah merde. Les après-midi, d'une part. Et d'autre part, il faut que tu saches qu'actuellement, il y a une tentative de re-roussillonnisation du catalan qui n'est pas la chose la plus brillante qu'on puisse voir. Parce qu'il y a des choses que je trouve un peu bizarres. Mais ça, encore une fois, il faut que tu en parles avec les profs de littérature. Ils n'ont rien à me dire et moi non plus. Bon, arrête. Enfin, je comprends pas que tu puisses prendre parti pour des gens comme ça, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais arrête. Tu dis qu'il n'y a pas de roussillonnais, qu'il n'y a pas de langue roussillonnaise. Bon, arrête. Là, tu joues sur les mots, ça me fait des jeux de mots. Mais enfin. Monsieur Dalmont. Monsieur Ayat, une question. Oui, pardon. Une question. La construction justement de ces mythes, est-ce qu'on sait historiquement, ça part des années 70, à quel moment réellement on fait des angelettes d'héros, à quel moment il y a cette construction-là, entre guillemets politique ou politique. Ouais, je pense qu'effectivement, d'abord, beaucoup de ces discours sont des discours on va dire de gauche, parce qu'il y a l'idée de l'État centralisateur qui essaie de aussi ce que j'ai pas dit pendant le temps, on nous dit les gens disaient on nous a caché notre histoire, mais on leur cachait rien du tout parce qu'on la connaissait pas l'histoire. Moi, lorsque j'ai commencé à faire des études d'histoire, à m'intéresser à l'histoire de Roussillon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de production. Donc je pense qu'il y avait c'est un peu comme dans comment dire les prises de position de Gaulle ou de gens comme ça. C'est un mélange d'antinationalisme français, de valeurs de gauche. On a l'impression que lorsqu'on est de gauche, on est résistant, on représente les petits, les humbles, on nous a caché des choses, on nous a méprisés. C'est ça aussi l'histoire. Oui, c'est le mépris des historiens, donc je pense effectivement. Bon, ensuite le grand spécialiste de ça, c'est Bergeron. Je ne sais plus exactement quelle est la chronologie qu'il donne, mais je pense effectivement dans les années 70-80, c'est l'émancipation des peuples, on va dire, et c'est l'émancipation des cultures régionales. Et après, il y a l'influence, effectivement, des gens qui sont venus du Sud, qui, eux, politiquement, pouvaient être plus marqués, et qui luttaient aussi pour, je veux dire, pour la reconnaissance de la culture catalane, c'était aussi, je pense, la reconnaissance des valeurs politiques qu'eux avaient défendues, quoi, dont ils étaient les représentants. Donc je pense qu'il y a une espèce de mélange de tout ça. Après, bon, voilà, moi je suis pas un spécialiste de la question, hein, mais moi je pense à Alice Marseille, je pense à les gens comme ça. C'était un mélange de ces choses-là, quoi. Mais bon, voilà, moi je suis pas... Pour Alicia Marseille, vous avez totalement raison, en fait. Elle se considère elle-même comme pro-catalane, très très de gauche, d'ailleurs, et elle a participé aussi à faire revenir une sorte de mythe... Enfin, oui. Non, mais on en a parlé. Il y a eu des rencontres qui ont été organisées autour d'Alice Marseille et de Michel Brunet. Alice Marseille, je pense que c'était quelqu'un de suffisamment intelligent pour savoir que il y avait des choses qui paraissaient un peu grosses, mais pour elle, je pense que c'était un passage obligé. C'était un passage obligé. Il y avait des choses qu'elle était obligée de dire pour être audible et pour permettre d'entendre d'autres choses autour. Mais après, voilà, moi j'ai eu l'occasion de le dire déjà. Alice Marseille ne m'a jamais parlé de mon livre sur les Angelettes, alors que j'avais été son étudiant et que, bon, on n'a jamais parlé du fond. Et alors, on peut dire qu'elle voulait pas être désagréable avec moi, qu'elle voulait pas me hacher menu, etc. Franchement... Mais les écrits de Alice Marseille sont très politiques. On retrouve dans les par exemple, très clairement, par exemple, la lutte de classe. Enfin, c'est très dans ce qu'elle a pu écrire. Finalement, elle n'était pas unique dans ce moitié du XXe siècle. Nombre d'historiens académiciens français, dans les universités françaises, utilisaient aussi l'histoire pour promouvoir une politique. Et une politique surtout de gauche, quoi. Très très à gauche, quoi. Bon, c'est pas un cas... mais bon...
Ouais. Du coup, quand même, il y en avait énormément. En fait. Des cas, on peut en trouver. Non, moi je voulais juste rebondir là-dessus, mais pas retarder. Je vous en prie. Nous sommes dans une situation qui est assez curieuse ici, parce que, en fait, le nationalisme catalan, qui naît 1872, les bases de Manresa, tout ça, etc., un peu plus tard, etc. Au fond, c'est un des rares nationalismes européens qui reste inachevé. On est payé pour le savoir, avec ce qui s'est passé récemment. Et ça, c'est une question qui reste ouverte. Et donc, avec le jeu, en plus de la frontière, les gens qui passent d'un côté de l'autre, les gens qui font leur carrière à Alice Marseille ou autre, d'un côté, etc. En fait, on a, je ne vais pas dire qu'on a subi, mais on a reçu l'écho de cette vision de l'histoire catalane, qui est une histoire nationaliste. Moi, je me souviens encore le célèbre discours de Casals à l'ONU en 1954, quelque chose comme ça, etc., qui est tout à fait dans ton propos. C'est mythe, mensonge et parano. Enfin, mutatis mutandis, pour parler latin. Hein, et donc, en fait, on est dans au fait, le Roussillon est espèce un peu, à son corps défendant, un lieu où se projette toute cette matière, ce désir, ce désir nationaliste, culturel, d'une culture qui se sent cernée, qui se sent, etc. Et on a projeté, et ça s'est passé, moi je pense, vraiment dans les années 60, 70, 80, où il y a quand même ce truc extraordinaire. Pour moi, moi j'ai quelques racines, mais lointaines, je suis né à Paris, etc. Ma grand-mère, oui, est née à Villeneuve de la Raho, mais enfin bon, ça fait pas une expérience catalane. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même réussi à priver ce pays de son nom. C'est quand même extraordinaire. Les pays sont comme les gens, ils ont des noms propres. Et le nom de Roussillon a été exclu, barré, terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Hein, alors que Dieu sait que, Catalogne Nord, enfin, on critique la Révolution française, hein, jacobinisme, tout mettre au carré, on abolit les vieilles choses, mais au fond, Catalogne Nord, c'est comme Loire inférieure, ou Basse-Pyrénées, non mais c'est à peu près pareil, c'est-à-dire cette espèce de référence à un abstrait dont on est dans une entité géographique qui est tout aussi abstraite, et qui fait fi de l'identité propre du pays, de son histoire propre. Voilà. Quand on explique aux Catalans que finalement ce qui s'est passé en Roussillon et la Révolution française et d'autres choses, etc., c'est aussi une histoire catalane, ils sont incapables de l'entendre. Il n'y a d'histoire catalane que l'histoire portée par le mouvement catalaniste, c'est-à-dire nationaliste catalan pour l'appeler par son nom, depuis la fin du XIXe siècle. Et voilà, et c'est tout. Et on n'en sort pas. Et c'est vrai que nous, excusez-moi de m'inclure parmi eux, parce que un doigt de pied, c'est tout. Mais nous, on est restés silencieux. Et on n'a pas été acteurs dans cette affaire-là. On a peut-être même été fossoyeurs. Parce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels catalans des années 70, quand j'étais jeune, que j'avais 20 ans et que je m'intéressais à tout ça, qu'on entendait, qui ont été les premiers fossoyeurs de la culture et de l'identité roussillonnaise. Merci beaucoup. Non, je crois qu'il faut qu'on laisse la salle, je suis désolé. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Hein. Merci à l'auditoire. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Le jour où tu feras une petite goutte. Ouais, non, mais mais non, mais t'inquiète pas. Tu me dis, il n'y a pas de Roussillon, c'est quoi le faire là? Mais c'est pas une langue. Bon, arrête. Et tu joues sur les mots.